C'est l'histoire d'étranges créatures, aux allures de vaisseaux spatiaux, qui tous les 2 jours tuent la moitié des bactéries sur la planète. Depuis l'apparition de la vie sur Terre, ces virus bactériophages, ces phages, comme les surnomment les scientifiques, sont les prédateurs naturels des bactéries. La bataille qui dure depuis des milliards d'années, c'est celle des phages, qui cherchent à infecter les bactéries. Les bactéries, elles, tentent d'empêcher les phages d'entrer. Et personne ne gagne véritablement cette bataille. Nous, on prend les phages et on fait en sorte qu'ils gagnent. Des phages pour vaincre des bactéries devenues résistantes aux antibiotiques. C'est ce scénario qui pourrait être l'une des réponses les plus prometteuses pour venir à bout de ce fléau mondial. À la une ce matin, la résistance aux antibiotiques a plus que doublé ces 10 dernières années. Un constat alarmant qui touche l'Europe entière. Antimicrobial resistance is indeed a slow motion tsunami. Découverts il y a 1 siècle, les phages sont devenus de petites solutions buvables pour soigner les infections bactériennes. Et puis l'histoire les a oubliés. Pendant 30-40 ans, les antibiotiques ont très bien marché. Et quand la résistance est apparue, c'est seulement au début des années 2000 qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire, et on a repensé à l'existence des bactériophages. L'histoire des phages révèle une extraordinaire odyssée scientifique. Et elle ne fait que commencer. C'est au service des maladies infectieuses du professeur Tristan Ferry que les bactériophages ont fait depuis quelques mois leur apparition. Mais il n'existe pas actuellement d'autorisation de mise sur le marché en France pour des bactériophages. Seuls quelques patients souffrant d'infections graves et en impasse thérapeutique peuvent aujourd'hui bénéficier des phages dans le cadre d'une autorisation temporaire d'utilisation délivrée par l'Agence du médicament. Voilà. Bonjour, bonjour. Ah, bonjour. Un de plus. Elle vient de faire un cauchemar, il est passé de son lit à la chaise. Monsieur Gava souffre d'une infection à Pseudomonas, une bactérie plutôt rare dans les infections articulaires. Après une première tentative chirurgicale et une mise sous antibiotiques pour venir à bout de la bactérie, le constat est sans appel. C'est comme si on n'avait rien fait. Dans cette situation, théoriquement, il faut enlever la prothèse. Ce qui serait dramatique d'un point de vue fonctionnel, parce que le patient marche, et il y aura un risque anesthésique majeur, puisque le patient a une insuffisance cardiaque majeure, et il pourrait décéder de cette chirurgie. Alors vous êtes tous d'accord, on coupe et on met une jambe de bois. Hein. On est assez inquiet d'enlever cette prothèse, ça ne nous paraît pas une bonne idée. En même temps, cette infection qui persiste, elle a des retentissements généraux. Donc vous voyez que tout ce liquide il est infecté, donc c'est ça qui vous fatigue, et ça n'aide pas le cœur non plus. Donc ils sont en train de tester la bactérie qu'on a retrouvée pour savoir si les phages qui sont à disposition sont efficaces. Monsieur Gava va pouvoir bénéficier des phages. Mais nous ne sommes qu'à la toute première étape de l'utilisation de ces entités biologiques comme des médicaments. Il y a eu pas mal de discussions sur c'est quoi le cadre réglementaire des phages. Donc c'était des discussions à la fois au niveau national à l'agence, mais aussi au niveau européen. Et il est convenu pour tous qu'il s'agit en fait d'un médicament. Et dès lors que vous dites que le produit est un médicament, on doit donc garantir la production, donc en l'occurrence la bioproduction, l'efficacité et la sécurité de l'administration de ces produits. Mais pour bien comprendre ce qui s'est joué avec les phages, il faut repartir du port du Havre, par un matin brumeux. Nous sommes en 1897. Un mystérieux personnage embarque incognito sur un bateau en partance pour le Canada. Il s'appelle Félix Derrel. Il a 24 ans et fuit la France après avoir déserté l'armée. Au Canada, il se lance dans la fabrication de whisky avant de devenir chercheur d'or. Mais une autre passion le taraude. Ah ben c'est un autodidacte complet, il a fait aucune étude, mais il lisait beaucoup
Et il s'intéressait à la microbiologie parce qu'il voulait faire de la fermentation, fabriquer du whisky. Enfin, il s'était lancé dans pas mal de choses. Et il voit qu'on demande à un biologiste à Guatemala-Ville. Il est accepté et il part. Ce voyage en Amérique centrale va tout changer. Félix Derrel devient un biologiste remarqué. Alors que le Guatemala est en proie aux invasions de sauterelles, Derrel met au point une arme biologique imparable. Une bactérie qui décime les populations de sauterelles. Ce succès le fait connaître dans le monde entier, mais son attention va le porter vers autre chose. Derrel cultive les bactéries dans une boîte remplie de gélose, pour former ce que l'on appelle un tapis bactérien. C'est alors qu'il constate la présence de trous. Mais pourquoi ces trous? Le mystère reste entier. Tout se passe dans l'infiniment petit. Rien n'est observable au microscope de l'époque. Félix Derrel rentre en France et parvient à se faire embaucher comme assistant de recherche dans les laboratoires de l'Institut Pasteur. Nous sommes en 1914. L'étape essentielle, c'est quand on l'a dirigé vers une étude d'une maladie qui était la dysenterie bacillaire. Donc il cultivait le bacille qu'on trouve dans les selles des patients malades et il a retrouvé dans les selles de ces patients le même phénomène. Les fameux trous. Et ils apparaissent dans la culture du bacille des patients qui sont en voie de guérison. Cette fois, Derrel en est persuadé. Un agent microscopique détruit les bactéries. C'est dit, si j'isole ce principe, ça va être un principe thérapeutique en quelque sorte. Après des mois de travail, Derrel parvient, sans jamais le voir, à isoler ce mystérieux agent qu'il appelle bactériophage. Et il a le projet fou de s'en servir pour traiter des enfants malades de dysenterie. Mais comment convaincre le professeur Hutinel à l'hôpital Necker, qui a en charge les enfants malades, que les phages sont sans danger et peuvent soigner? Il l'a démontré en buvant lui-même ce principe, en disant « je bois » et le lendemain il s'est présenté « vous voyez, moi je ne suis pas malade ». Hutinel m'autorisa donc à traiter les dysentriques qui seraient admis dans son service. Justement, un enfant de 11 ans était entré la veille au soir, atteint d'une dysenterie. Le 2 août, je fis ingérer à l'enfant 2 cm³ d'une culture de bactériophages. Le lendemain matin, tous les symptômes avaient disparu. Un mois plus tard, 3 autres cas d'enfants atteints de dysenterie d'une extrême gravité vont être guéris par les bactériophages. Le succès est d'autant plus remarquable que, dans la pharmacopée de l'époque, les antibiotiques n'existent pas encore. Derrel quitte Paris et parcourt le monde pour tester la phagothérapie sur d'autres pathologies. Traitement de la peste en Égypte en 1925, du choléra en Inde en 1926. D'innombrables malades, a priori condamnés, sont guéris grâce aux bactériophages. Derrel est invité et honoré dans les plus prestigieux instituts du monde entier et devient professeur à l'université de Yale dans l'État du Connecticut aux États-Unis. Des laboratoires produisent des millions de solutions de phages buvables pour soigner toutes sortes d'infections. En l'absence d'autres traitements, les bactériophages sont presque devenus un médicament miracle. Le retentissement est tel que la phagothérapie se mondialise, mais les controverses apparaissent. De grands scientifiques contestent Derrel et voient en lui un autodidacte, un aventurier dont il faut se méfier. Ce qui m'est arrivé est peut-être dans l'ordre naturel des choses. C'est Pasteur, je crois, qui a dit qu'une découverte passe par 3 phases. On dit d'abord « ce n'est pas vrai », puis « ce n'est pas lui », et enfin « c'était si simple que n'importe qui pouvait le trouver ». Derrel avait créé plusieurs polémiques avec ses collègues de l'Institut Pasteur. C'est pourquoi il en avait été exclu. L'impression générale était qu'il avait un peu trop vanté les mérites de son travail. On disait que c'était un imposteur. Son passé était de fait mystérieux. Et il y avait aussi l'avant-garde de sa thérapie, qui, comme toute nouvelle découverte, se doit d'être remise en cause, de par sa nouveauté même, parce qu'on ne la comprenait pas spontanément. En ces années 20, Félix Derrel ne sait pas à quoi ressemble un phage. Il peut en observer les effets,
Mais le tueur de bactéries reste invisible. Il faudra attendre les années 40 pour que se développe le microscope électronique et qu'enfin les premiers phages soient observés. Le bactériophage est un virus. Maintenant, on sait qu'il fait partie de ce grand monde des virus. Il est capable de reconnaître, par des motifs à la surface d'une bactérie, de reconnaître la bactérie que l'on appelle son hôte, en quelque sorte, qu'il est capable d'attaquer. Il va se fixer, dissoudre la paroi de la bactérie et injecter son propre génome pour détourner toute l'ingénierie bactérienne à son profit pour fabriquer tous ses constituants. Et en l'espace d'une demi-heure, ça va très très vite. Et à partir de ce moment-là, il va également libérer un certain nombre de substances, des endolysines, qui vont faire éclater la bactérie. Alors à partir d'un bactériophage, il y a fabrication de plusieurs dizaines de bactériophages identiques qui vont aller retrouver d'autres bactéries identiques dans le voisinage. Devant une arme aussi redoutable, une question s'impose. Pourquoi aujourd'hui la phagothérapie n'est-elle pas utilisée plus largement? Seuls quelques patients peuvent aujourd'hui en bénéficier. J'ai 89 ans. Bon, si vous m'amenez à 90, 91, moi c'est bien. On n'est pas là pour vous tuer, quoi. Donc on est là pour essayer de vous soigner, même si on sort un petit peu des clous et qu'on essaye d'autres choses, quoi. Voilà. Pour traiter un patient, il faut que ce traitement puisse être produit dans des normes de sécurité très importantes. Après, tout le problème, c'est que ce type de médicament, en sachant que le statut n'est pas très clair, on ne connaît pas non plus les effets indésirables. Tant qu'on n'a pas évalué, on ne sait pas. Et donc, c'est forcément dans des situations extrêmement délicates où on a envisagé ces traitements pour nos patients. Vous avez des expériences là-dessus? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup, mais les 4-5 patients qu'on a traités, on a pu réussir à contrôler la situation. En dehors des patients comme M. Gava, l'utilisation des bactériophages reste non autorisée en France et dans la plupart des pays, dans l'attente d'essais cliniques à grande échelle. Mais que s'est-il donc passé pour que les phages, 100 ans après leur découverte, ne soient toujours pas mis sur le marché comme tout autre médicament? En 1929, au St. Mary's Hospital de Londres, les travaux d'un médecin biologiste anglais vont bouleverser la donne. Alexander Fleming découvre que les boîtes de pétri, où il fait pousser des staphylocoques, sont envahies par un champignon, le Penicillium notatum, qui empêche ces staphylocoques de se reproduire. Il devine qu'une substance sécrétée par ce champignon en est responsable et l'appelle pénicilline. Il faudra encore 10 ans pour purifier et concentrer cette pénicilline, mais Fleming vient d'ouvrir la voie aux antibiotiques. La pénicilline avait le potentiel pour être produite en grande quantité. Elle était stable chimiquement, il était possible de la distribuer partout, et elle semblait agir sur de nombreux types de bactéries. Pour éviter aux bactéries de se reproduire, la pénicilline empêche la formation des parois des bactéries. Pour que les phages soient isolés pour chaque organisme, cela nécessitait un laboratoire pour pouvoir utiliser avec succès la phagothérapie. Il fallait identifier l'organisme, trouver un phage actif, puis l'utiliser par la suite sur le patient. Ce n'était absolument pas quelque chose qu'un généraliste pouvait faire. Personnellement, je pense que le temps aurait permis de mieux comprendre la phagothérapie. Les antibiotiques semblaient beaucoup plus simples. Penicillin, the first discovered by Sir Alexander Fleming,
was grown in milk bottle flasks. But today, terramycin is grown in giant tanks to satisfy worldwide demand. The problem of mass production was solved by American know-how. En quelques années, la pénicilline s'impose et devient un médicament phare de l'industrie pharmaceutique américaine. And presently in the bottles we see the mold that contains the wonder-working drug. Mass production, but all will be needed for soldiers in war. Penicillin ready to be used. Du côté des phages, le ciel s'obscurcit. Un rapport du Council on Pharmacy and Chemistry émet des doutes sur la nature exacte des bactériophages et donc des réserves sur leur utilisation. Selon le rapport, la théorie de Derel, selon laquelle c'est un virus qui parasite la bactérie, n'a pas encore été prouvée. De leur usage thérapeutique, il n'en sera plus question à l'Ouest. Les antibiotiques ont effacé la mémoire de leur pouvoir. Mais les bactéries vont progressivement trouver la parade contre les antibiotiques. On a connu jusqu'à la fin des années 80 à peu près ce qu'on a appelé l'âge d'or de l'antibiothérapie, avec des antibiotiques toujours nouveaux, toujours plus puissants entre guillemets, et on a eu l'impression que c'était un développement qui n'aurait pas de fin. Et on s'est rendu compte que les résistances continuaient à se développer, avaient tendance même à se développer de plus en plus rapidement, parce que l'usage des antibiotiques a considérablement augmenté. Des bactéries jusqu'ici sensibles aux antibiotiques sont devenues résistantes. C'est la mutation d'un gène de la bactérie qui empêche l'antibiotique d'entrer en action. Cette mutation pouvant être transmise de bactérie en bactérie, y compris chez des espèces différentes, conduit à ce phénomène d'antibiorésistance. Il y a eu une prise de conscience d'échecs thérapeutiques, même avec des antibiotiques extrêmement sophistiqués. On n'arrivait plus à guérir et on a vu des patients mourir parce qu'on était en impasse thérapeutique. Pour trouver des réponses à l'antibiorésistance, les regards se tournent vers l'Europe de l'Est, qui pendant longtemps n'a pas eu accès aux antibiotiques. La guerre froide fut aussi médicale. En 1934, Félix Derel quitte les États-Unis pour rejoindre l'URSS, où son ancien assistant Gueorgui Eliava a fondé à Tbilissi un institut pour développer la phagothérapie. En URSS, je crois que l'application en grand et d'une manière générale dans ce pays de la méthode de traitement des maladies infectieuses par le bactériophage va être à l'origine d'une véritable révolution thérapeutique. Mais les purges de Staline vont bientôt s'abattre sur Gueorgui Eliava, déclaré ennemi du peuple. Il est exécuté en 1937. Les activités de son institut vont se poursuivre, mais Félix Derel rentre en France. Après avoir été nommé 10 fois pour le prix Nobel, mais sans succès, Félix Derel meurt en 1949 et repose dans l'anonymat d'un petit cimetière de l'Aube. Après l'effondrement de l'URSS, la Géorgie, si chère à Félix Derel, va rester le pays phare de la phagothérapie. À Tbilissi, durant la période soviétique, l'Institut fondé en 1920 par Gueorgui Eliava servait toute l'URSS avec des produits biologiques, des vaccins, des sérums, mais avant tout avec des bactériophages. En Géorgie, la phagothérapie est une médecine du quotidien.
Chaque jour, les Géorgiens viennent s'y faire soigner pour des infections courantes, comme des angines ou des otites, mais aussi pour des pathologies plus graves. J'ai principalement un problème au niveau de mes intestins et de mon estomac. À part cela, j'ai également d'autres maladies, mais celle-ci est devenue chronique. Je me soigne, mais il n'y a aucun résultat. Et on m'a dit que l'utilisation de bactériophages était une bonne chose. Pour que les autres symptômes que vous avez disparaissent et que tout rentre dans l'ordre, vous allez prendre ces médicaments. Et particulièrement celui-ci, comme je vous l'ai prescrit. J'ai bon espoir que cela soit efficace sur vous. Nous avons une des plus grandes collections de bactériophages que nous avons collectées au fil des années. Juste pour vous donner un exemple, durant la période soviétique, à travers tout le pays, il était obligatoire de nous envoyer les bactéries responsables d'infections. Et c'était un pays immense. Aujourd'hui, nous essayons de faire la même chose. Donc, nous recevons des échantillons de bactéries venant de différents pays pour sélectionner et isoler les phages qui luttent contre ces pathogènes. C'est pourquoi nos phages sont plus actifs et les traitements ont de meilleurs résultats. Nous essayons d'avoir le plus de bactériophages efficaces possible. Les patients peuvent aller chercher leur boîte de phages à la pharmacie, comme n'importe quel autre médicament. Mais depuis ces dernières années, il n'y a pas que les Géorgiens qui emplissent la salle d'attente de l'Institut Eliava. On vient désormais du monde entier pour se faire soigner par les phages. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Notre objectif est atteint. On devait nettoyer tout cela et c'est déjà le cas. La blessure est propre. Les patients arrivent chez nous après avoir pratiquement tout essayé. Tous les hôpitaux et toutes les méthodes de traitement possibles. Ils nous considèrent vraiment comme leur dernière chance. Mais en ce qui concerne les phages pour ce type de patients, nous devons avoir un contact préalable avec eux et nous pouvons ainsi jauger de l'efficacité ou non de nos phages sur eux. Pour Michel, qui vient du Jura, le voyage en Géorgie est celui de la dernière chance. 3 semaines sur place sont prévues pour le traitement par phagothérapie et tenter de mettre fin à 20 ans de douleur. Alors, les troubles sont des infections urinaires chroniques à répétition depuis longtemps et sous antibiotiques non-stop depuis 4 ans et sans arrêt puisque sinon les infections reviennent et je change d'antibiotiques tous les 10 jours à peu près. Et je suis venue là parce que la dernière fois on m'a dit que j'allais faire une septicémie parce qu'il n'y avait plus d'antibiotiques valables. Voilà. Et vous avez déjà arrêté votre traitement antibiotique durant ces 6 derniers mois? Jamais. Alors il y a 3-4 ans, j'arrivais à rester 10 jours après une semaine. Et là, j'ai arrêté les antibiotiques samedi, cette nuit, j'ai été malade. Si ce que je n'ai pas précisé, c'est que j'avais vu une myriade d'urologues. Je suis arrivée là aussi à cause de ça, parce qu'eux ne pouvaient plus rien pour moi. J'ai entendu le mot phage en cure thermale. Pour moi, c'était encore quelque chose, une éventualité, mais qui allait encore pas me faire grand-chose, quoi. J'avais tellement essayé de choses, l'aromathérapie, les cures thermales, la phytothérapie, l'homéopathie, j'ai tout essayé. Pendant le traitement que vous aurez, peut-être le premier traitement, ça va durer pendant 20 jours. Espérez bien que vous n'aurez plus besoin d'antibiotiques. Il faut s'en passer. Je vais faire des dons parce que j'en ai des boîtes entières. J'ai pris des phages depuis lundi, 2 petits flacons le matin
pour commencer, 2 petits flacons de soie. Et depuis 2 jours, injection de phage dans la vessie carrément, quoi. Voilà. Le laboratoire a révélé pour Michel une infection par 2 bactéries différentes. Le parcours commence ici. Les souches bactériennes sont identifiées pour tester les phages les plus efficaces, en observant, comme Félix Derel en son temps, les trous dans la bactérie mise en culture. Dans un premier temps, nous faisons un premier test avec les phages présents dans le commerce. Si les phages du commerce n'ont eu aucun effet sur la bactérie, on choisit dans la collection du laboratoire plusieurs phages et on refait le test de la même manière. Après cela, il y a encore un long processus de quelques semaines, environ 1 mois pour adapter le phage à la bactérie et que le phage devienne plus fort et se multiplie. Et pour finir, il y a encore un contrôle qualité avant que le phage n'arrive jusqu'au patient. La banque de phages, soigneusement entretenue depuis des décennies par l'Institut Eliava, offre un grand avantage pour traiter les patients avec succès. Mais il existe peu de publications et il est pour le moment impossible d'avoir des statistiques sur les taux de réussite et peu de retours sur les échecs. Nous avons quelques publications sur nos recherches dans des revues scientifiques, mais nous essayons aussi de publier sur le succès de nos traitements. Je sais que nous devons faire plus, mais nous sommes sur la bonne voie. Et nous allons publier davantage sur l'efficacité des phages en fonction des situations que nous rencontrons. On m'a dit aujourd'hui de le laisser un petit moment dans la bouche, de faire remplacer. Non, moi je préfère l'avaler très vite, comme ça passe mieux. En attendant que la législation évolue hors des frontières géorgiennes, de plus en plus de patients étrangers font le choix de la Géorgie pour venir se faire traiter par les phages. Une société de services, Se soigner en Géorgie, a vu le jour pour faciliter le parcours de soins. Elle permet la mise en relation des patients français, allemands, anglais et néerlandais avec les médecins géorgiens et l'organisation du séjour médical. L'Institut Eliava n'est plus l'unique lieu de soins par les phages à Tbilissi. Des cliniques privées proposent également la phagothérapie aux patients étrangers. La société Se soigner en Géorgie soumet, dans un premier temps, le dossier médical du patient au médecin de la clinique. Et en France, quelle est la suite du traitement qu'on prévoit pour lui? Alors, en France, aujourd'hui, elle nous décrit qu'on ne sait plus trop quelle bactérie elle a dans son pied et que pour le savoir, il faudrait faire une ponction jusqu'à l'os et apparemment, ce n'est pas une petite intervention, nous écrit-elle. En fonction d'un certain nombre de critères, le médecin juge si la phagothérapie peut être bénéfique au patient. We should find what kind of bacteria is there. Mediclub Georgia. Cette clinique, Mediclub Georgia, n'est pas une clinique différente des autres. On ne remet jamais en cause la médecine classique. Cependant, dans les cas les plus sévères, on ajoute la phagothérapie. C'est ici une tradition de longue date. Christian, victime il y a 10 ans d'un accident de moto, est infecté par plusieurs bactéries au bras. Il est venu en Géorgie pour tenter les phages, en plus d'un traitement chirurgical et antibiotique. Son parcours médical dans cette clinique a commencé il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est la 4e et peut-être la dernière visite. Je me suis fait opérer en France 36 fois. On devait m'amputer le bras juste avant de venir ici. C'est pour ça qu'après, je me suis bien renseigné sur la phagothérapie. Et me voilà, quoi. Je suis venu ici il y a 2 ans et depuis, je vis ici et j'ai mon bras. Donc, et je le garderai, qui a super bien marché. J'ai plus de staphylocoque. Voilà, sur les 5 que j'avais, il n'y en a plus un seul et mon bras, je l'ai. Alors que normalement, j'aurais pu l'avoir depuis 2 ans. Comment ça va? Ça va bien. La main, ça va bien? Ça va, ouais. Il y a les douleurs? Non, j'ai pas de douleur du tout.
Tu peux lui montrer la force, à quel point tu peux. Tu vois bien que les muscles sont déficients ici. Donc la démarche suivante pour toi, ce sera de bien muscler ces muscles, de bien fortifier les muscles. Donc, si les fonctions articulaires seront bien rééduquées, tu n'auras plus besoin d'avoir la prothèse. C'est-à-dire, tu pourras utiliser ton bras comme tu l'utilisais avant. D'accord. Mais de toute manière, on va te donner encore la phagothérapie pour 1 mois ou 1 mois et demi pour la prévention. D'accord. Comme je l'ai dit, il n'y a rien de sûr à 100% dans la médecine. Mais je pensais que nous avions 70 à 80% de chances d'avoir un bon résultat. Il a été traité avec de la médecine dite classique, avec de la chirurgie, des antibiotiques et de la phagothérapie, parce que l'on a vu que la bactérie était connue des phages et le résultat est aujourd'hui visible. Son bras est là et il fonctionne vraiment bien. C'est bien mieux qu'une amputation qui est très traumatisante physiquement et moralement. La Géorgie continue de pratiquer une phagothérapie selon ses propres principes. Et elle peut se targuer d'avoir une longue expérience. Mais ce modèle est-il exportable en Europe? Christian va bientôt quitter la Géorgie avec un bras guéri. Mais tous les patients n'ont pas la chance de Christian. Pour Michel, après une rémission, les crises sont de retour. Son traitement par les phages est pour le moment un échec. Malgré son expérience, le modèle géorgien ne s'est pas exporté en Europe, qui, elle, exige un cadre réglementaire selon ses propres standards, ce qui demande beaucoup de temps. Mais la donne a changé. L'antibiorésistance est aujourd'hui une menace mondiale. Et la recherche d'alternatives thérapeutiques est une nécessité. It has now been projected that by the year 2050, we will have more people die from antibiotic-resistant infections than die currently from cancer. Die EU macht heute mit einem Aktionstag auf die Gefahr von Antibiotikaresistenzen aufmerksam. Drug-resistant bacteria are one of the most serious public health issues that we face today. Il ne faut pas se voiler la face. On a la problématique antibiorésistance. Et aujourd'hui, pour nous qui autorisons les antibiotiques, on voit bien qu'on n'a rien dans le pipeline. On n'a pas de nouveaux antibiotiques qui vont être révolutionnaires. Donc il faut, les économiser, les utiliser mieux et trouver des alternatives aux tout antibiotiques. Les phages en sont partis dans le traitement des pathologies infectieuses. Clin d'œil de l'histoire, en 2017, l'Institut Pasteur rend hommage à Félix Derel pour le centenaire de la découverte des bactériophages. Mais aujourd'hui, leur utilisation à des fins thérapeutiques reste dans un flou réglementaire. Alain Dublanchet fut l'un des premiers médecins à pratiquer la phagothérapie en France avec succès, mais en marge des autorités de santé. La phagothérapie en France n'est pas autorisée, mais n'est pas non plus interdite. C'est-à-dire qu'on est dans une situation très ambiguë. On vit sous le principe d'une réglementation européenne qui veut qu'un produit, quel qu'il soit, ait le statut de médicament. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans le marbre. D'ailleurs, c'était la première réponse qui m'a été faite par l'Agence du médicament. On dit, vous voulez faire de la phagothérapie, c'est bien. Si vous utilisez des bactériophages, il faut les produire comme l'industrie pharmaceutique les produise. L'obstacle majeur, je dirais, de la phagothérapie, on sait qu'on est une production de qualité pour laquelle on peut caractériser le phage et garantir la sécurité à toutes les étapes de la production. Parce que les phages, c'est une entité biologique et donc une production biologique, ce qui est beaucoup plus compliqué qu'une synthèse chimique. On joue un peu avec le vivant parce qu'en fait, on a des virus, quoi. Et je rappelle que les phages, en fait, dans le milieu bactérien, sont des virus qui s'intègrent, qui intègrent leur ADN dans l'ADN des bactéries. Il faut bien évaluer, on ne connaît pas bien les effets de tout ça. Avant d'imaginer produire des phages selon la réglementation en vigueur,
Certains chercheurs se sont lancés dans des programmes de recherche, mais le terrain est vierge. Il n'existe que très peu de publications sur la phagothérapie. À l'Institut Pasteur, Laurent de Barbieux a ouvert une voie, mais il leur a fallu convaincre. La réaction des gens qui balayaient d'un revers de la main la possibilité d'envisager ce type de traitement, parce que si on ne l'utilise pas, c'est que ça ne fonctionne pas. Des raisonnements un peu par là absurdes. Et puis des réactions d'incrédulité. Si c'est si efficace au laboratoire, pourquoi aujourd'hui c'est pas disponible? Quels sont les freins et pourquoi rapidement on ne peut pas aller à la clinique? Laurent de Barbieux lance son programme de recherche sur l'utilisation des phages dans les infections respiratoires, avec en ligne de mire un essai sur la souris. On n'avait aucun phage en stock à l'époque. Ça veut dire qu'on démarre depuis, en effet, l'eau d'égout, qui est la source dans laquelle on retrouve le plus de bactériophages, et puis des expériences relativement simples au laboratoire pour cultiver les bactéries, et puis mettre au contact des phages et sélectionner ceux qui vont être capables d'infecter la bactérie d'intérêt. Une fois les phages récupérés et sélectionnés, l'essai sur le modèle animal peut démarrer. L'expérience va être menée sur 2 groupes de souris infectées par la même bactérie. Les résultats sont explicites. À droite, le groupe de souris qui a reçu la solution de bactériophage. À gauche, les souris non traitées. 8 heures après, l'infection pulmonaire traitée par les bactériophages a disparu. Il y a eu une prise de conscience qui s'est faite autour de la phagothérapie, qui a été très mal jugée. Actuellement, les choses sont en accélération et on peut espérer qu'en effet, dans les 5 ans qui viennent, le paysage et le contexte qui entoure la phagothérapie aujourd'hui soient complètement différents et beaucoup plus porteurs pour une utilisation chez les patients. Les phages, difficiles à produire et à standardiser comme les antibiotiques, n'ont pas suscité l'enthousiasme des industriels. Mais l'étape indispensable du premier essai clinique a pu être franchie grâce à la médecine militaire. En 2008, s'est mis en place un groupe de travail de l'OTAN sur la prise en charge des brûlés sur le champ de bataille. Et un des points sur lesquels il nous a semblé important de travailler était la problématique de la résistance aux antibiotiques. Au même moment, une start-up française, Ferricides Pharma, voit dans l'utilisation des bactériophages pour un usage thérapeutique un avenir prometteur, avec en ligne de mire un premier essai clinique à l'échelle européenne. J'ai été invité par Patrick Jouot à une réunion de l'OTAN où on a discuté des différentes approches et de la phagothérapie. Et à partir de là, Patrick, avec l'hôpital Percy, se sont dit que ce serait une très bonne idée de tenter quelque chose et de faire une étude clinique avec des phages, avec l'hôpital Percy qui coordonnait l'étude clinique. La perte de la barrière cutanée et le déficit immunitaire provoqué par les brûlures exposent encore plus ces patients aux attaques bactériennes. Évidemment que dans l'univers des brûlés, ça avait beaucoup de sens, parce que tout ce qui peut permettre de retarder l'utilisation des antibiotiques nous permettait de gagner du temps et donc de la cicatrisation et d'observer chez les patients une meilleure survie. En 2009, les phages n'existent plus, ne font pas partie de la pharmacopée française ou européenne, donc n'existent pas en tant que produit thérapeutique. On a recherché des méthodes pour trouver des phages naturellement dans l'environnement. Et la première source à laquelle on a pensé, c'est des eaux usées. Et on s'est dit, quelles pourraient être les meilleures sources d'eau usée qui contiendraient à la fois des phages et des bactéries résistantes aux antibiotiques, et des phages qui sont capables de les tuer. Et on s'est dit, les eaux des hôpitaux, les eaux usées des hôpitaux. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Et effectivement, il s'est avéré qu'en utilisant ces sources-là, on trouvait des bons bactériophages et qui tuaient des souches multirésistantes aux antibiotiques. Tout reste ensuite à construire pour définir un essai clinique avec des bactériophages. Donc il faut discuter avec les agences pour définir par quelle voie réglementaire on va obtenir des autorisations pour les tester chez l'homme, pour démontrer que les bactériophages sont efficaces et avant tout inoffensifs. On sait que tout médicament, il y a forcément des effets positifs, c'est pour ça qu'on le développe, mais il ne peut pas ne pas y avoir d'effets adverses. Et donc il faut impérativement, en même temps qu'on va monter l'essai clinique, avoir ce recueil des effets secondaires, des effets adverses, des échecs, des réinfections secondaires, qu'on puisse avoir quelque chose de bien conduit. Le protocole de l'essai va suivre les réglementations en vigueur
pour le développement de nouveaux médicaments, à savoir 2 groupes de patients. L'un recevant les phages, l'autre un traitement de référence, un mélange d'antibiotiques et de sel d'argent. Les traitements sont choisis au hasard. Tel patient peut recevoir un produit de référence ou les bactériophages et l'évaluateur ne sait pas quel traitement a été administré, pour qu'il n'y ait pas de biais. Les patients qui ont bien répondu au traitement, donc les 50% qui ont été soignés, avaient un niveau de sensibilité bon aux doses qu'on administrait. Les 50% qui n'ont pas été soignés avaient un mauvais niveau de sensibilité aux doses qu'on administrait. Ce qui veut dire qu'on peut estimer que les traitements ont été échoués en partie à cause du sous-dosage de bactériophages. Cet essai-là montre qu'il y a des contraintes de bioproduction, il y a des contraintes de conservation, il y a des contraintes d'application et que l'effet il est probablement variable au fil du temps. L'essai par lui-même, c'est la première fois qu'on montrait que des bactériophages étaient capables de réduire une charge bactérienne chez l'homme malade, autrement que chez la souris ou dans des conditions de laboratoire. Donc ça, c'était quand même un résultat tout à fait nouveau, et publié et sans discussion. Surtout, ça a montré qu'il était possible de faire une bioproduction de phages correcte avec des standards tels que nous, on les attend en Europe. 27 patients ont été inclus dans l'essai Phagoburn qui a été mené en France, mais aussi en Belgique et en Suisse. 2 autres essais cliniques ciblés sur le staphylocoque doré, auxquels participera Ferricides Pharma, vont débuter. Retour à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Un siècle après la première phagothérapie tentée par Félix Derel, le professeur Tristan Ferry est aujourd'hui engagé dans cette voie pour soigner les malades. Il aura fallu du temps, beaucoup de temps pour que des phages puissent à nouveau être administrés dans un hôpital français. Ferricides est aujourd'hui un maillon essentiel pour fournir les phages qualifiés BPF. Bonne pratique de fabrication. Mais c'est un ensemble de compétences qu'il a fallu réunir. La particularité ici à Lyon, c'est qu'on a pu réunir en fait en même temps un infectiologue, le professeur Tristan Ferry qui travaille avec moi depuis très longtemps, qui s'intéresse à la partie traitement du patient, prise en charge du patient, un orthopédiste qui est le professeur Sébastien Lustig qui s'occupe de la prise en charge chirurgicale du patient, et puis le laboratoire, c'est-à-dire moi et puis l'équipe qu'on a pu constituer, qui nous intéressons à la fois au diagnostic, à la thérapeutique, mais aussi à la recherche plus fondamentale pour comprendre ces mécanismes de pathogénicité, ce qu'on appelle les mécanismes de virulence. On a adjoint en plus Gilles Le Boucher, qui est notre pharmacien ici responsable à la Croix-Rousse, qui a permis de pouvoir préparer ces phages et les utiliser chez les patients. Les phages, je connaissais de mes études, mais l'utilisation thérapeutique des phages, non, on était totalement ignorants. C'est vrai que c'était un peu surprenant au début. On a beaucoup réfléchi en équipe, en interne, pour savoir si vraiment on allait accepter de préparer ces médicaments. Et effectivement, si nous ne nous étions pas engagés, nous pharmaciens, ça ne se serait pas fait du tout. C'est le 5e patient qu'on a traité, donc ça reste des situations exceptionnelles. Le parcours est désormais bien balisé. De l'identification de la bactérie au phagogramme pour sélectionner le ou les phages actifs, jusqu'à leur envoi à l'hôpital, pour enfin prendre le chemin du bloc opératoire, il se sera écoulé 8 jours. Il faut un recul suffisant pour juger du résultat d'une intervention et du risque de récidive. Et les cas traités restent pour le moment des infections graves. L'intervention de M. Gava s'est bien déroulée, mais il faudra attendre quelques semaines pour un premier retour. Si les phages ont été ignorés après l'arrivée des antibiotiques, ils ont été les acteurs incontournables de la recherche fondamentale. Ils furent à l'origine de la biologie moléculaire
et de grandes avancées scientifiques, comme le séquençage des génomes. En 2018, le prix Nobel de chimie était attribué à 2 chercheurs pour leurs travaux sur les bactériophages. C'est à New York qu'une autre histoire venant des phages a émergé. Nous savons désormais que dans la nature, les bactériophages jouent un rôle essentiel dans notre survie, en contrôlant la prolifération des bactéries et en maintenant un équilibre. Depuis plus de 20 ans, le professeur Vincent Fischetti travaille sur les bactériophages et étudie les mécanismes de destruction de la bactérie. Phage therapy is only one fraction of the importance of phage. La phagothérapie ne représente qu'une partie de l'importance des phages. L'aspect le plus intéressant étant la façon dont ils contrôlent notre corps. Le type de bactériophages que nous avons dans notre corps et le contrôle qu'ils exercent sur les bactéries de notre intestin, de nos muqueuses, ont une grande influence sur notre survie. C'est en contrôlant les organismes de notre corps que nous devenons plus ou moins vulnérables aux maladies. Vincent Fischetti s'est intéressé précisément au mécanisme de destruction de la bactérie. Et c'est une enzyme produite par le phage, la lysine, qui se charge de cette opération finale. La lysine est ce qui représente la destruction finale des bactéries. Les phages doivent donc utiliser des lysines pour survivre. Ils ont besoin d'en produire pour permettre à leur progéniture de se disperser. La lysine est une enzyme qui crée une brèche dans les parois cellulaires de la bactérie. Et si elle n'était pas efficace, le phage ne survivrait pas. C'est pourquoi le phage a évolué pour élaborer une enzyme très efficace pour permettre à sa progéniture de sortir. S'il ne peut pas faire en sorte que sa progéniture s'échappe, c'en est fini de ses propriétés. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est d'exploiter ce pouvoir pour tuer les bactéries. Tous les 2 jours, la moitié des bactéries sur Terre sont tuées par des bactériophages. Donc c'est vraiment le tueur de bactéries le plus efficace sur Terre. Contrafect est une société américaine de biotechnologie. Et c'est sur la production de lysine qu'elle a décidé d'investir. Des essais cliniques ont été menés aux États-Unis, mais aussi en Europe et en Russie. Les lysines vont désormais faire partie de l'arsenal thérapeutique. L'idée ici est d'identifier cette enzyme, de la cloner, de la produire en tant que médicament, totalement libéré des phages. Ça représente un certain nombre d'avantages. Cela permettra surtout de préparer et de disposer d'un composé purifié. Il pourra être utilisé à des fins médicales comme nos antibiotiques qui sont disponibles dans les hôpitaux pour nos patients. Ces traitements innovants peuvent aujourd'hui être proposés à des patients à travers le monde. Toute une dynamique est en marche et la phagothérapie est bien de retour avec des résultats encourageants. 3 mois après l'intervention, M. Gava n'a plus aucun signe d'infection active. Il marche sans douleur et a pu regagner son domicile. Mais rien n'est gagné. D'autres patients, et notamment les premiers traités en France par des lysines, sont en cours d'évaluation. Oui. Et concernant les douleurs, alors? Mais on dirait que c'est tout fermé. Hein. En tout cas, le genou est moins gros. Oui. Comparativement à avant. Oui, on ne peut pas comparer avec l'autre. Ouais. Mais déjà d'autres histoires sont en train de s'écrire, comme celle qui se déroule à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où une jeune patiente dont le pronostic vital était engagé a été sauvée. C'est une patiente de 29 ans qui devait être transférée en unité de soins palliatifs devant la persistance de cette infection qui se compliquait sans solution. Et le staphylocoque doré
qu'on avait isolé initialement, effectivement, n'a pas été retrouvé dans les prélèvements péropératoires qui datent d'il y a 1 mois et 10 jours. Donc on est passé en 2 mois d'une situation de soins palliatifs fin de vie à une situation de prise en charge curative. Et les dernières nouvelles qu'on a eues qui datent d'hier, la patiente va parfaitement bien et on peut la considérer en rémission de son infection. Bon, on nous a pas y croire en fait, tout simplement, c'est un peu inespéré. On sait qu'il n'y aura qu'une administration de phage et ça a fonctionné, donc c'est vraiment quelque chose d'inimaginable et qu'on a du mal vraiment à réaliser. Mais voilà, on se dit finalement que tous ces efforts, ces recherches, ce temps passé aussi, et les différents échanges qu'on a eus avec les docteurs, ça aboutit à quelque chose de positif. Oui. J'ai vraiment l'impression que c'est la première fois de ma vie où j'ai, alors c'est un peu pompeux, mais sauvé quelqu'un. Mais c'est pas ma réussite, c'est la réussite de toute cette chaîne, de toutes ces équipes qui ont travaillé sur les phages auparavant, qui ont au niveau fondamental, ces équipes qui ont développé des phages au niveau pharmaceutique et industriel, et puis du courage de la patiente et de sa famille de s'être lancée là-dedans en sachant qu'on allait dans l'inconnu. Ce cas-là est vraiment porteur d'espoir et donc j'espère qu'on aura effectivement de plus en plus de cas où l'administration de phages aura changé la donne pour les patients. Mais c'est vrai qu'il faut absolument qu'on consolide les informations et les données sur les phages et pour ça, il n'y a que les essais cliniques. Il ne faut pas imaginer que les bactériophages, c'est potentiellement quelque chose de magique. Et il ne faut pas, dans des situations extrêmement compliquées, de demander aux bactériophages de sauver, entre guillemets, le patient sans mettre d'antibiotiques ou sans les opérer. Parce qu'on va se mettre dans une situation où on va trop demander aux phages et on va avoir des échecs. Et voilà, après, on met le doigt dans une machine qui prend énormément de temps, mais au moins cette machine avance dans le bon sens. La science en marche révèle d'incroyables histoires. 1 siècle après les premiers pas des phages en thérapie, d'autres Félix Derel préparent